Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maouli. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Insécurité au centre et demande de départ des forces françaises. Quels sont les enjeux? L'armée malienne a 60 ans depuis ce 20 janvier 2021, un anniversaire qui intervient dans un contexte sécuritaire inquiétant, notamment au centre du Mali. C'est le cas à Farabougou, localité assiégée par des présumés djihadistes depuis des mois. Au même moment, à Bamako, des Maliens demandent le départ des forces françaises. Sait-on ce qui se passe réellement à Farabougou? Quelle analyse de la situation sécuritaire au centre du Mali? Quelle réponse à la demande de départ des forces françaises exprimée par certains Maliens? Débat dans ce grand dialogue de Studio Tamani. Nos invités, Ornella Modéran, directrice de l'Institut d'études de sécurité au Sahel, Boubacar Bokoum, analyste politique, Brema Mamadou Kone, politologue. Je suis Arkia Touré, chers téléspectateurs ou auditeurs de Studio Tamani. Bienvenue dans le grand dialogue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités. Alors, Boubacar Bokoum, sait-on pourquoi jusqu'à présent Farabougou reste encerclé par des présumés djihadistes? Écoutez, c'est très simple à comprendre dès lors que c'est une forme d'insécurité où vous avez une imbrication des assaillants et de la population. Donc techniquement, on ne peut pas livrer la guerre, sinon vous tuez aussi les populations civiles. Donc on est obligé d'être dans une posture de négociation, d'intelligence, plutôt que d'aller dans le système militaro-militaire qui consiste juste à dire qu'il faut tirer. Donc on n'est plus dans le contexte classique où vous avez un ennemi en face bien identifié que vous êtes juste chargé d'abattre. Donc quand vous avez une situation aussi complexe que la nôtre, qui consiste à dire que nous sommes face à l'extrémisme violent, donc qui effectivement est mélangé à la population. Donc il faut maintenant utiliser d'autres intelligences qui consistent à dire qu'il faut assécher la mare pour permettre aux poissons d'être asphyxiés et de mourir. Donc ça demande plus d'intelligence que de muscles en réalité. Donc, selon vous, ce n'est pas possible d'intervenir militairement à Farabougou? Non, militairement, on ne peut pas intervenir à Farabougou parce que quand vous prenez la zone de Farabougou, une partie des présumés djihadistes, mais font partie de la population. Et l'information qui doit permettre de gérer cette forme d'insécurité n'est pas possible avec une armée classique. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut soit de l'intérieur, on le combat, ce qui n'est pas techniquement possible parce que nous n'avons pas un système de défense intégré par rapport aux localités. Donc notre système de décentralisation n'a pas encore atteint ce niveau de maturité qui permette à un système de défense autonome en interne d'apporter la première riposte avant que l'armée nationale n'arrive. Donc on est dans un système où vous avez des civils face à des gens armés. Donc techniquement, vous ne pouvez pas livrer la guerre. Donc c'est très complexe. Ça demande plutôt une forme de négociation. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut plutôt aller à la négociation avec ceux qui assiègent la zone. Qu'est-ce qu'ils demandent en réalité? Parce que si on n'est pas dans la réponse exacte de la demande du citoyen, on se trouve toujours dans la compromission. Quand vous prenez ces zones, en réalité, qu'est-ce qui fait qu'il y a l'extension de l'extrémisme violent? Il y a d'abord le fait que les gens se trouvent expropriés, soit de leurs richesses, soit ils sont éprouvés par la façon indigne dont ils sont traités, souvent par nos autorités. Donc, du coup, vous vous trouvez dans une posture où vous avez le déni et le refoulement qui consiste à dire que vous rejetez l'autorité de l'État, vous rejetez l'État lui-même. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on aille se confier à un COUFA pour un jugement, ça veut dire que quelque part que l'État a péché. Alors, si vous n'avez pas de travail, quand je pense par exemple à ceux qui posent les mines, généralement, c'est quand même des gens des localités qui connaissent bien les localités, même si le commanditaire est peut-être d'une autre nationalité. Alors, si vous acceptez de prendre 50 000 francs ou 100 000 francs pour poser une bombe, j'estime que si vous avez la possibilité de créer de la richesse, de générer de la richesse à hauteur de 100 ou 200 000 francs, je ne penserais pas que vous risquez votre vie pour aller poser une bombe à hauteur de 50 000 ou 100 000 francs. Voilà un peu comment je vois la chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, nos autorités doivent comprendre que la sécurité n'est pas militaire, elle n'est plus militaire. Le 11 septembre a montré à suffisance que malgré la force des États-Unis, malgré cette puissance technologique, ils n'ont pas pu empêcher que les détours tombent. Ils n'ont pas pu empêcher que le chef de l'État des États-Unis soit poursuivi dans les airs et qu'il faille qu'un citoyen accepte de se sacrifier pour empêcher les poursuivants d'atteindre le président. Donc, ça veut dire que la défense civile et la défense économique
ont un poids important dans la sécurité. Donc si vous n'intégrez pas le système de défense qui consiste à prendre non seulement la défense militaire, la défense économique et la défense civile, vous aurez tout faux parce que vous serez sur un seul pied et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si on n'intègre pas le facteur économique, le facteur civil, notamment les droits civils, politiques et sociaux, vous ne pouvez pas atteindre la sécurité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on décale légèrement, qu'on sorte de la loi de programmation militaire on va parler et qu'on se mette dans une bonne dynamique de système de au cours de ce sécurité. débat. Je vous en prie. Merci, M. Boko. C'est moi qui vous remercie. On est là. Et selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Farabougou qui reste toujours assiégé durant des mois encore. Alors merci beaucoup pour la question. À vrai dire, je pense que le cas de Farabougou n'est pas un cas unique. On a tendance à se concentrer sur ce cas parce qu'il a été extrêmement médiatisé et qu'il représente bien à lui seul un certain nombre des dynamiques qui affectent le centre du Mali. Mais il est important de ne pas oublier que le problème au final n'est pas un problème localisé mais est un problème qui touche des zones extrêmement larges. Pour rappeler un peu l'ampleur de la situation, rien que l'année dernière en 2020, les chiffres dont nous disposons indiquent qu'il y aurait eu plus d'un millier d'événements violents dans le centre du Mali, incluant les régions de Mopti et de Ségou, qui auraient causé à elles seules la mort de plus de 1300 personnes. Ce sont des chiffres extrêmement inquiétants et qui malheureusement ne s'arrangent pas d'année en année, malgré des efforts importants, aussi bien des forces de défense et de sécurité maliennes que de leurs différents partenaires sur le terrain. Monsieur Bokoum évoquait tout à l'heure plusieurs des causes profondes de ce mal, des raisons qui sont liées à la gouvernance, aux frustrations locales, à des rancœurs ou à des difficultés qui sont ancrées de longue date dans des questions liées que ce soit à l'accès aux ressources naturelles, au partage des biens, etc. Tout ça nécessite une prise en compte extrêmement large et sur le long terme. Cela dit, on ne peut pas non plus, en attendant de mettre en place des solutions de long terme, ne pas venir en aide et en secours aux populations qui sont exposées à un mal immédiat. Et ça, c'est, je pense, le moment de rappeler l'importance absolument cruciale de mettre au cœur de l'agenda les questions liées à la protection des civils, qui doit être une protection par anticipation, par prévention. C'est pas suffisant d'aller apporter du secours, des vivres, etc. à des populations qui ont déjà été attaquées, qui ont déjà été assiégées, etc. Il est important de mettre en place des mécanismes qui permettent de prévenir ça. Et pour ça, on a besoin de la confiance de ces populations. Donc tout ça, encore une fois, nous renvoie aux questions de gouvernance. On ne peut pas faire confiance à des forces si d'après notre propre expérience, on sent qu'elles sont plus prédatrices que protectrices. Ok. Monsieur Koné, qu'en pensez-vous? Bon, vous savez, le cas de Farabougou, comme Madame l'a dit, c'est un cas isolé parmi tant d'autres. Mais ça remet en cause, en réalité, nos capacités insuffisantes en matière de stratégie militaire pour circonscrire la menace djihadiste qui pèse sur le Mali. Mais au-delà de ça, il faudrait que nous sortions des stratégies classiques pour aller vers des méthodes un peu innovantes. C'est-à-dire qu'il faut mettre aujourd'hui des forces mobiles, n'est-ce pas, dans les centres du pays, des forces mobiles qui puissent intervenir chaque fois qu'il y a des attaques qui se préparent ou des attaques qui sont au niveau d'un village pour pouvoir apporter des solutions pour éviter que la ville ou le village soit assiégé par les djihadistes. Mais au-delà de ça, ça met en cause même la stratégie de coordination de l'ensemble des forces internationales qui opèrent au Mali et avec les états-majors de l'armée du Mali. Il faudrait qu'il y ait une très bonne collaboration entre les différentes forces internationales et l'armée malienne qui sont présentes sur le terrain. Monsieur Koné, la particularité avec Farabougou, l'armée a intervenu là-bas, a même déclaré un moment que la ville a été libérée, mais selon les sources locales, les militaires ainsi que les populations sont cantonnés sur place. Non, la ville n'a pas été libérée. Ils ont fait une mauvaise communication. Parce que vous savez, pour des opérations commando comme Farabougou, il est imprudent de communiquer avant la fin de l'opération. L'armée aurait pu faire juste un communiqué pour dire que Farabougou est assiégé, former un commando pour aller libérer la ville, que de se mettre dans la pour séduire les masses populaires. Et vous savez, comme beaucoup me l'a dit, en fait, quand vous prenez un peu le centre du pays, c'est des frustrations qui sont liées à une mauvaise redistribution de la justice sociale, à la course pour les ressources naturelles, notamment la terre,
Donc, et le retrait également de l'État central aujourd'hui a exacerbé ces conflits et a donné un regain de violence entre les un regain de violence aux conflits communautaires et intercommunautaires. Et malheureusement aujourd'hui, en absence de l'État pour jouer son rôle de régulation, les djihadistes se sont inscrits dans la population. Donc il est difficile aujourd'hui qu'on puisse identifier qui est djihadiste dans la zone de Farabougou et qui ne l'est pas. Et maintenant, pour arriver à gagner ces paris, il faudrait que nous privilégions également les postulats de la négociation pour négocier avec eux. Et en négociant avec eux, il faut impliquer les légitimités traditionnelles et religieuses pour négocier avec eux afin que la ville puisse être libérée. Mais pour ne pas que nous vivions encore un cas de Farabougou, il faudrait mettre des forces mobiles dans la zone qui vont sécuriser les communautés, qui vont sécuriser leurs biens et qui vont sécuriser les terres. Vous savez ce qui s'est passé à Dogofri hier. C'est quand même inacceptable qu'on puisse aller qui est une localité non loin de Farabougou. Voilà, quand vous sortez de Niona en partant vers la Monotari, je connais un peu la zone parce que j'ai travaillé sur le flux du Niger un moment. Donc, c'est vraiment un problème. Et quand les populations, quand vous sortez de Niona, ce qui est grave, quand vous sortez de la ville de Niona, c'est qu'il y a à 15 km de Niona, il y a un tribunal là-bas, où les populations souvent se rendent là-bas pour aller voir les djihadistes, pour trancher entre eux. Donc il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une fracture sociale, économique et politique entre l'État-nation et les communautés à la base. Il faudrait que l'État travaille à gagner la confiance des populations à la base, et cela ne saurait se faire sans développer les activités génératrices de revenus, sans développer les infrastructures routières, les infrastructures physiques, notamment l'accès à l'eau, l'accès à l'hydraulique villageoise, l'accès à une éducation de qualité. Il faudrait que l'État sorte de sa tour d'ivoire pour apporter des solutions durables et sortir également des discours. Il faut qu'on s'inscrive dans l'action aujourd'hui. Merci, M. Koné. On est là. Vous l'avez dit, vous avez parlé des autres localités qui sont confrontées à cette insécurité. Est-ce que si cette situation demeure, est-ce que les populations ne risquent pas de s'allier aux djihadistes prochainement ? Alors, malheureusement, cette situation demeure déjà depuis un certain temps. On est dans un contexte de crise au Mali depuis 8 ans, voire plus, bientôt 9 ans maintenant. La crise dans le centre dure également depuis plusieurs années. Et on a donc déjà eu l'occasion de voir un peu quelles sont les trajectoires que différentes personnes peuvent choisir. Donc, le risque de voir certaines personnes à titre individuel ou certains groupes se rallier aux groupes armés, notamment aux groupes armés terroristes, est une réalité. C'est une réalité qui, bien sûr, fait écho à tout ce qu'on a déjà dit ici en termes de frustration, en termes de mauvaise gouvernance, d'accès à la justice, etc. Mais il faut bien garder à l'esprit aussi que c'est une réalité en termes de survie. Une fois qu'une zone est contrôlée par un groupe, parfois, c'est une question de survie d'être avec ou contre eux. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Mais les conséquences vont bien au-delà de ça. Dans le centre du Mali, on vit actuellement une crise de déplacement qui est massive, qui aggrave la précarité, qui alimente une crise humanitaire extrêmement inquiétante et dont peut-être on ne parle pas suffisamment ici à Bamako. Mais tout ça, en fait, crée encore plus de détresse, encore plus de précarité et donc encore plus de vulnérabilité à des mécanismes soit de radicalisation, d'enrôlement, etc. Donc il est vraiment important de prendre les choses dans leur ensemble, en fait. D'accord. Monsieur Bokoum, est-ce que si cette situation dure, est-ce que les populations, pour préserver leur vie, ne vont pas s'allier aux djihadistes? Mais c'est déjà fait, madame. En réalité, le Mali même est sous cette coupe réglée, en réalité. Parce que tout ce que nous sommes en train d'accepter aujourd'hui, d'être tolérants par rapport même au système de mauvaise gouvernance, c'est parce que nous sommes pris à la gorge. Parce qu'aujourd'hui, nos élites ne parviennent pas à déjà comprendre c'est quoi notre crise. Parce que cette crise, elle n'est pas que malienne en réalité. C'est une crise globale et sécuritaire. Donc, si la crise, elle est globale, parce que l'extrémisme violent, ce n'est pas seulement qu'au Mali. Je viens de prendre tout de suite l'exemple des États-Unis. Ça existait en France. Il y a eu des gens qui ont pris des véhicules pour monter sur des citoyens. Ça veut dire que, quelque part, le système de mauvaise gouvernance n'est pas propre qu'aux pays africains. Et le ventre mou de ce phénomène aujourd'hui, c'est vrai, c'est le Mali qui est l'épicentre. Mais en réalité, la crise, elle n'est pas malienne, elle n'est pas djihadiste. C'est juste une riposte à la mauvaise gouvernance mondiale. C'est ça la triste réalité. Parce que ce qui se passe au centre du Mali,
Et ce qui nous a mis dans cette situation, c'est une guerre économique mondiale. Elle n'est pas une guerre militaire. C'est faux, c'est archi faux. Et la crise économique mondiale que nous avons connue, qui s'est déplacée au Mali, je vous donne par exemple l'exemple de la Syrie. Vous avez les États-Unis et la Russie. Est-ce qu'on peut se focaliser Non, c'est une extrapolation très importante pour permettre à vos auditeurs de mieux comprendre la dynamique. Parce que autrement, quand on réfléchit local, on a tendance à penser que c'est dans un petit cercle fermé. Il faut qu'on ouvre l'esprit, qu'on comprenne que la globalisation, la mondialisation est un facteur important que nous devons intégrer. C'est pourquoi notre sécurité, nous ne pouvons pas l'assurer nous-mêmes. Aujourd'hui, quand il parle de structures mobiles, l'espace est tellement grand que nous n'avons pas aujourd'hui la capacité d'aller à un tel mécanisme. Mais la co-entreprise militaire, ça c'est faisable parce que l'exemple de l'Europe, par exemple, prouve à suffisance comment l'OTAN fonctionne. On a eu l'occasion de voir une expertise par rapport à l'opération Serval qui a permis à des Mirages français de neutraliser Akonna. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'État malien, quelles que soient nos ressources, nous pouvons commander 5-6 Mirages, des F-16, des Sukhoi? Nous n'avons pas la capacité financière. Donc, il faut aller... vous pensez que l'armée n'est pas prête ou bien n'a pas les moyens de protéger les populations? Ce n'est pas un problème militaire, je reviens encore là-dessus. C'est une crise économique globale et mondiale. Maintenant, pour sécuriser l'ensemble de mouvements des capitaux, parce que quand vous prenez l'opération Barkhane, vous prenez l'amunissement, vous prenez le G5 Sahel, quand il parle de coordination, mais on ne peut pas coordonner parce qu'au niveau des Nations Unies, on a confié des missions fractionner à chacun de ces groupements. Donc, vous ne pouvez pas parler de coordination. Maintenant, si nous partons dans un modèle de co-entreprise militaire qui peut avoir, par exemple, une base à Djibouti, une base à N'Djamena et une base, par exemple, à Tessalit, vous aurez un commandement unique qui va permettre, par exemple, à des F-16 de l'Occident, à des Sukhoi de la Russie stationnés dans ces différentes bases, de pouvoir mener des opérations sur une coordination bien efficiente et bien coordonnée. Oui, ça, c'est une possibilité. Donc, concrètement, pour le cas spécifique des Farabougou, est-ce qu'on peut parler d'une occupation de présumés djihadistes ou un conflit communautaire? Parce que c'est une question que beaucoup se posent. Non, vous savez, la transversalité fait que la définition... Parce que souvent, le problème, c'est qu'on veut sectariser. Dans l'analyse, on veut dissocier. Alors que souvent, c'est un système. Vous ne pouvez pas prendre une branche et laisser une partie. Donc, il y a une corrélation qui fait que c'est cette forme qui fait qu'ils sont tous ensemble, même si ça peut paraître antagoniste, mais encore, c'est la même machine, c'est le même système. Donc, si vous voulez les séparer pour faire une analyse partielle, vous ne tomberez pas sur la réalité. C'est ce qui fait qu'effectivement, même dans la gouvernance que nous avons actuellement, le fait que je dise, par exemple, qu'on ne doit pas résoudre la question militaire que militairement, c'est parce qu'il faut aller dans un système de sécurité. Le système va prendre en compte d'autres facteurs. Donc, c'est un système de gouvernance. Mais si vous prenez un seul pied et que vous pensez qu'en payant des armes, en recrutant des jeunes et qu'en prétextant que sur la base de la loi de la programmation, vous allez élever le niveau de vie de nos soldats pour les motiver, vous les envoyez à la mort certaine parce que le problème n'est pas militaire. Donc, Monsieur Koné, pour le cas de Farabougou, est-ce qu'on peut parler de conflit communautaire ou bien d'une occupation djihadiste? Non, c'est pas, je dirais, il faut nuancer la question. Je ne dirais pas que c'est lié à un conflit intercommunautaire ou communautaire. Mais ce qui est important, c'est que les frustrations qui font aujourd'hui qu'il y a cette rupture entre l'État et les communautés à la base, fait que les communautés ont plutôt tendance à être favorables au discours qui est prôné par les groupes djihadistes. Aujourd'hui, il est difficile de dire que c'est lié, mais le fait qu'il y a l'absence de l'État, et l'absence de postes de sécurité a favorisé également aujourd'hui l'embrasement de la zone par les terroristes qui sévissent au centre du pays jusque dans la zone de l'Ofuch du Niger. Maintenant, pour revenir à l'autre question, c'est que, Boubacar, vous savez que notre diplomatie, nous avons des failles diplomatiques. Aujourd'hui, l'État du Mali est un État souverain. Nous pouvons demander au Conseil de sécurité de modifier le mandat de l'aménagement et nous pouvons aller faire un plaidoyer devant le Parlement français pour leur demander de modifier le mandat d'intervention de l'opération Barkhane au Mali afin que nous puissions avoir une même coordination si des opérations conjointes doivent être menées sur le terrain pour permettre à l'ensemble de nos armées de travailler ensemble. Mais la question fondamentale, c'est quoi? C'est que
c'est qu'aujourd'hui, on a tendance aujourd'hui aussi à oublier que nous n'avions pas d'armée depuis le Mali post-démocratique. Et vous le savez bien parce que depuis le Mali post-démocratique, l'armée a été un refuge pour les victimes de la déperdition scolaire et pour les victimes et pour les diplômés, pour les jeunes diplômés sans emploi. C'est faisant, les gens n'y vont pas plus par conviction ou par vocation. Les gens vont pour avoir de l'emploi. Et quand vous regardez un peu les modalités de recrutement au sein de nos forces armées et de défense et de sécurité, on sait qu'en réalité, notre appareil, parce qu'ils sont recrutés dans des conditions mafieuses et douteuses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un appareil de défense qui est défaillant, et il faut le dire. Nous n'avions pas d'armée. Aujourd'hui, un retrait de ce que certains réclament, ça va être la catastrophe. Madame Ornella, M. Kone vient de parler d'une opération conjointe pour la sécurisation des localités. Selon vous, quelle pourrait être la solution pour le centre? Bon, si j'avais la solution, je pense que je serais bien maline. Je pense, cela dit, que la question de la coordination entre les différentes forces est un enjeu. C'est un enjeu dont les forces elles-mêmes ont conscience. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. Des efforts ont été faits dans ce sens. Mais pareil, on est face à un contexte extrêmement complexe avec des acteurs sur le terrain qui sont très, très mobiles, qui réagissent très vite. Et peut-être que les appareils étatiques ne sont juste pas aussi adaptables, aussi agiles, aussi rapides, notamment parce qu'il y a tout un tas de processus décisionnels à respecter, etc. Je reviendrai rapidement sur un point qu'ont évoqué mes deux frères ici. Les défaillances au sein de l'appareil sécuritaire lui-même. Depuis 2013 a été mise sur la table au Mali la question de la réforme du secteur de la sécurité qui malheureusement n'a pas fait beaucoup de progrès, si ce n'est à travers des initiatives importantes mais limitées telles que les lois de programmation, etc. C'est le lieu, je pense, de rappeler qu'une réforme en profondeur exige de s'attaquer encore une fois aux questions de gouvernance, aux questions de gestion interne. Je crois qu'on va y revenir parce qu'il y a le président de la transition Bandao qui a quand même parlé de quelques mesures prochaines. Donc c'est prévu d'en parler dans ce débat. Ok, très bien. On y reviendra. On y reviendra. Monsieur Bokoum, concernant, je sais pas, les solutions, il y a quand même eu un forum à Niounou récemment, un forum intercommunautaire. Quelle pourrait être l'utilité des forums pour permettre aux populations de se parler? Écoutez, madame, puisque vous avez dit que l'intervention militaire n'est pas une solution. Écoutez, les forums ne sont pas des solutions non plus de gouvernance. Okay. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, les dirigeants comprennent que ce n'est pas pour rien qu'il y a des centres d'études stratégiques. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des chercheurs. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des savants. Il y a des gens qui n'ont autre chose que des réflexions stratégiques par rapport à une problématique bien précise. Donc, quand on veut des solutions à des problèmes pratiques, on s'adresse aux chercheurs, aux gens qui ont travaillé dans ces différents domaines. Mais on ne va pas aller dans le sentimentalisme pour voir l'émotion, pour écouter des gens qui sont meurtris, qui vont vous dire que nous voulons la sécurité. Mon papa est mort, ma tante est morte. Oui, c'est bien beau tout ça. Les forums, c'est bien beau. Mais au-delà de ça, il faut être concret. Il faut aller à l'action. Et pour aller à l'action, il faut avoir des idées pertinentes. Il faut avoir des stratégies. C'est-à-dire que le vrai problème du Mali est aujourd'hui que au sommet de l'État, il n'y a pas de planification stratégique. Nous manquons cruellement de planificateurs. Vous ne pouvez pas avoir un État qui veut diriger, qui veut... D'abord, prenons le problème des ressources. Comment vous allez avoir une armée si vous n'avez pas de ressources? Pourquoi vous n'aurez pas de jeunes qui vont aller se caser si vous n'êtes pas capable d'offrir de l'emploi? Voilà les problématiques. Donc, essentiellement, c'est la création et la rétention de la richesse qui posent problème. Et il n'y a pas de raison qu'un pays comme le Mali soit en de telles difficultés dès lors que nous avons des ressources naturelles en abondance. Donc ça veut dire que nous sommes dans la problématique de la mauvaise gouvernance et de la répartition de la richesse. Alors si nous avons une capacité réelle de rétention de richesse, le droit international le permet aujourd'hui d'avoir une capacité de rétention jusqu'à 45% de nos ressources. Parce que les multinationales aujourd'hui sont décriées par tout le monde. L'OCDE a dit que les multinationales doivent disparaître de la carte du monde. Alors qu'est-ce que nos dirigeants attendent pour poser les bonnes réflexions? Comment nous faisons la rétention de la richesse? Maintenant, nous n'avons que des ressources. Par exemple, quand vous prenez le problème de Kidal, c'est des ressources, ce n'est pas encore de la richesse. Donc, nous n'en sommes pas encore là. Mais quand vous prenez l'article 15 de l'accord, qui dit que... l'article 15, ensuite, on fait un avenant, qui était d'ailleurs caché.
qu'il a fallu plus tard que les gens se rendent compte qu'il y a un avenant qui octroyait 20% à la zone dite de l'Azawad. Donc, si vous prenez cette règle, vous tombez dans le piège de la rétention de la richesse qui n'en est pas une. Donc, si vous prenez 20%, vous parlez de 20% de quoi? Et les autres 80%, comment vous faites la répartition? Donc, l'architecture institutionnelle qui aurait pu permettre d'avoir cette péréquation, d'avoir la distribution et la clé de répartition réelle, ce travail technique n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas, tant qu'on ne pose pas les vraies questions, tant qu'on n'apporte pas de réponses scientifiques aux questions, on ne peut pas prétendre sur la simple littérature gouvernée. Ce n'est pas possible. Donc, on a des instruments, mais il s'agit de l'habiller, de mettre du contenu. C'est là où on demande l'intelligence. Chaque fois que nous nous adressons au système des Nations Unies, on nous dit, oui, c'est vous d'abord, nous, on vient en complément. Mais nous ne sommes jamais là en train de faire des propositions pertinentes. Donc, nous sommes obligés de consommer, même si ce qu'on nous donne n'est pas très bon. Il a dit tout de suite, pour aller aux Nations Unies, pour aller faire du lobbying, vous faites du lobbying sur quelle base? Ça doit être sur la base d'une réflexion stratégique, ça doit être sur la base d'une vision, ça doit être sur la base d'une stratégie. Ensuite, on embarque nos partenaires pour qu'ils nous accompagnent. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas de vision, nous ne savons pas où est-ce que nous devrions aller. Mais écoutez, c'est les autres qui, ne connaissant pas les tenants et les aboutissants de tout le problème, qui vont nous proposer des solutions. Monsieur Bokoum, Monsieur Koné, excusez-moi. Monsieur Bokoum vient de le dire, on manque de stratégie de défense. C'est bien celui-là. Donc, à votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, on ne manque pas seulement de stratégie de défense, nous manquons de stratégie. Parce que quand vous prenez le Mali, notre vrai problème, c'est un problème de planification stratégique, c'est un problème de modélisation économique. Et quand vous échangez avec nos inspecteurs des services économiques, vous arrivez à la conclusion que la plupart ne maîtrisent pas la modélisation économique. Et un économiste qui ne maîtrise pas la modélisation, il ne peut pas faire une planification stratégique à moyen et à long terme. Je vous donne un exemple simple. Les chercheurs en démographie ont démontré que d'ici l'année 2030, le Mali aura une population de 35 millions. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour pouvoir nourrir ces enfants qui vont venir? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en termes d'infrastructures scolaires, en termes d'infrastructures universitaires, en termes d'investissement public pour prévoir comment nous allons prendre en charge ces enfants qui vont naître? Les infrastructures sanitaires, quelles sont les réflexions et stratégiques que nous sommes en train de mener aujourd'hui par rapport à tout ça? Vous savez, j'avais rencontré un conseiller de IBK pendant la crise. Je l'avais dit des choses sur les réformes électorales au Radisson. J'ai dit, allez-y dire au président IBK de créer automatiquement un centre d'études stratégiques rattaché avec la présidente de la République, avec un budget, avec une autonomie de gestion budgétaire. Et deuxièmement, allez-y dire au président IBK de créer un centre d'études stratégiques, un centre d'études économiques et en perspective, qui vont réfléchir sur des modèles et qui vont faire des propositions. Je dis, si IBK avait des centres d'études stratégiques rattachés à la présidente de la République, le M5 ne serait pas né. Parce qu'on aurait pu anticiper en apportant les réponses durables. Parce que le M5 n'est d'autre que le cheminement de la crise sociopolitique de 2019 qui est parti avec le Premier ministre et qui est revenu sous d'autres formes. Donc, par rapport à ça, il faut qu'on se mette dans la réflexion. Parce que vous savez, le vrai problème qui tue nos États, c'est la crise de la pensée. Nous ne sommes pas dans les réflexions et deuxièmement, nous ne sommes pas dans l'anticipation, nous sommes plutôt dans les réponses. Il faut que nous sortions de cette posture pour nous inscrire dans la réflexion, pour nous inscrire dans l'anticipation et pour nous inscrire dans l'action. C'est à ce prix que nous allons gagner à refonder notre gouvernance pour apporter des solutions durables. Merci, M. Koné. Et concernant le secteur de défense, Bandao, dans son discours à la Nation, à l'occasion du 20 janvier, a annoncé et rappelé des réformes. Écoutons le président de la transition. Premièrement, l'accélération de la réforme du secteur de la sécurité. 2. L'assistance aux populations civiles à travers les actions civilo-militaires. 3. Le renforcement des capacités opérationnelles des troupes. 4. Le renforcement partenariat avec les forces étrangères, Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel, UTM, UCAB. 5. Le renforcement de l'application stricte du droit international humanitaire. 6. La mise en place d'une stratégie de relance du volet défense et sécurité de l'accord pour la paix et la reconstruction issu du processus d'Alger. 7. L'adoption en cours d'une deuxième loi de programmation militaire en vue de consolider les acquis de la première loi. 8. Le renforcement significatif des moyens terrestres et aériens et la réalisation d'infrastructures prioritaires. 9.
l'intensification des opérations de lutte contre le terrorisme, de sécurisation et de protection des populations et de leurs biens. Voilà, là, c'était quelques réformes annoncées par le président de la transition Bandao. Madame Ornella, est-ce que vous pensez que ces réformes sont des réponses adéquates à la situation actuelle? Alors, si ces différentes réformes qui viennent d'être citées, énoncées, étaient effectivement mises en œuvre de manière substantielle, effective, rapide, efficace, ça ferait effectivement une différence. Malheureusement, je pense que l'un des défis auxquels on fait face, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. On a eu l'occasion, à l'occasion de plusieurs 20 janvier et à toute autre date de l'année, d'entendre des discours similaires, et malgré tout, les choses n'ont pas forcément beaucoup avancé. Vous m'avez interrompu tout à l'heure lorsque j'évoquais la question de la réforme du secteur de la sécurité, donc je vais revenir là-dessus. C'est une question particulièrement importante et c'est un bon exemple du fait que les postures déclaratives ne suffisent pas. Dès 2013, on a eu des postures déclaratives très, très claires au Mali sur la nécessité reconnue de réformer ce secteur en profondeur. On a eu la mise en place de commissions, de conseils, etc., tout un arsenal institutionnel. Cela a été répété dans les discours officiels plusieurs fois. Malheureusement, ça n'a pas pour autant beaucoup avancé, si ce n'est dans des actions assez limitées sur des questions telles que la programmation, la fameuse loi de programmation, qui en fait sont des enjeux qui touchent aux moyens. Donc c'est bien d'augmenter les moyens, c'est nécessaire. Mais pour que l'augmentation des moyens apporte des résultats durables, il faut que ça s'accompagne d'une approche de gouvernance. Il faut qu'on traite de la question de la corruption. Il faut qu'on traite de la question des recrutements. Il faut qu'on traite de toutes ces questions-là. Sinon, mettre plus d'argent dans un panier qui, bon, excusez-moi le terme un peu fort, mais est peut-être troué, ne réglera pas le problème. Donc, encore une fois, les discours sont importants, les actions le sont plus. Voilà. Monsieur Boko, est-ce que vous pensez la même chose pour Ornella? C'est au-delà d'un discours pour résoudre le problème. Sur toutes ces questions évoquées, j'ai retenu juste le point numéro 6, qui concerne l'accord, l'application rapide de l'accord. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une application intelligente de l'accord. Ça résolverait même le problème sécuritaire. Parce que en réalité, totalement. Parce que c'est un système d'équation en réalité. Vous avez le principe que nous avons acté sur la loi 04051 portant organisation de la défense stratégique de la nation, qui, à l'époque, nous avons appelé la loi IBK, parce qu'il avait été Premier ministre, ensuite président de l'Assemblée nationale pour la remodification de cette loi. Alors, dans cette architecture, vous avez un système de défense, c'est pour revenir à la question de M. Koné, qui parle de centre d'études stratégiques, qui existait depuis 1999. On l'a créé, rattaché au ministère des Affaires étrangères, et les hauts fonctionnaires de l'armée qui étaient dans les ministères ne savaient pas qu'il fallait planifier. C'est ça l'anticipation. Parce que quand vous prenez un secteur stratégique, le haut fonctionnaire, qui est généralement de rang de colonel ou de lieutenant-colonel, est capable de faire une planification stratégique et anticiper pour dire au ministre des Finances, écoutez, si l'axe de Caille est bloqué, ça veut dire que le Mali va être asphyxié dans 1 ou 2 mois. Ou que vous allez la population civile qui va se révolter parce qu'il y a telle contingence ou telle contingence. Donc, ça, c'est des réflexions qui étaient du domaine des hauts fonctionnaires. Mais les hauts fonctionnaires étaient mis au grade de chargé de mission, alors qu'ils devraient être au même niveau que les secrétaires généraux, donc hauts fonctionnaires civils et militaires. Donc, la collaboration civilo-militaire, qui est actée dans l'article 4 de cette loi, permettait effectivement d'aller à une mobilisation générale et à une réquisition éventuellement. Donc, c'est des clés qui n'ont jamais été usitées par les tenants du pouvoir. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans une posture où, effectivement, le système de sécurité est tombé à un niveau où les déclarations qu'il est en train de donner ne répondent pas au système de défense stratégique de la nation. Parce que la loi de programmation militaire, pourquoi le gouvernement, l'ancien régime de IBK a pu voler dedans? Les gens, ils ont bouffé les 1200 et combien de milliards? Parce qu'il s'agissait d'une loi de programmation. Parce que quand vous parlez de formation, on va faire des forats. On va mettre de l'argent. On va dire qu'il faut former à l'ECAP, il faut faire ceci, cela. Donc, c'est de l'argent que l'on engloutit. Alors que le système de défense stratégique de la nation fait appel à d'autres leviers. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où nous seuls, nous ne pouvons pas assurer la sécurité. Nous sommes avec des partenaires. Mais quel est le mécanisme qui permet à nous et à nos partenaires d'être efficaces sur le terrain? Donc, il faut aller dans un système de sécurisation globale, mais qui repose sur les différents axes. J'ai retenu dans son discours tout de suite qu'il parlait de sécuriser les populations. Mais vous allez sécuriser les populations comment?
Mais je disais tantôt que l'article 6, le point 6 qui consistait à dire qu'il fallait aller à l'application de l'accord. Quand vous prenez dans l'accord, vous avez un système de décentralisation à l'intérieur qui permettrait d'avoir un premier point de contact par rapport à la police communale, par rapport à la présence de l'armée qui connaît la zone, qui est un premier tampon avant que l'État central n'intervienne. Donc, on est dans un modèle institutionnel de fédéralisme que les politiques n'ont pas le courage d'acter, mais qui, dans les faits, est un fédéralisme de fait. Donc, vous prenez la région de Kidal aujourd'hui. La gouvernance... Qui est derrière ce riposte, selon vous? Qui est derrière? Tout ce qui se passe. Est-ce que vous pensez qu'il y a une institution ou je ne sais pas? Non, vous avez un mécanisme international très intéressant qui est la famille Rothschild qui cherche à talonner Kankou Moussa depuis fort longtemps, mais qui est encore à la traîne. Vous avez la politique de développement du continent, qui est une programmation de la famille Rothschild. Rothschild qui maîtrise le système des Nations Unies et le système de gouvernance des États-Unis depuis 1913. Et la France est sous l'aile des États-Unis et nous sommes sous l'aile de la France. Donc nous sommes sous emprise. Donc il s'agit de réfléchir de façon intelligente à une forme de plaidoyer qui permette un système de bonne gouvernance, de bonne intelligence avec nous et les puissances occidentales. Merci beaucoup. Vous avez le djihadisme qui est financé en grande partie par cette famille Rothschild. On va permettre à M. Koné concernant les réformes annoncées ici par Bandao. Pour moi, le discours du chef de l'État, c'est ce qu'on appelle en sociologie politique la structuration des identités. C'est-à-dire des problèmes que nous connaissons. Juste en quelques secondes pour qu'on puisse avancer. Les problèmes que nous connaissons, c'est ces problèmes que Bandao a exposés. Mais je ne vois pas de mesures fortes. C'est-à-dire comment nous allons y parvenir. Quelles sont les mesures fortes qui vont accompagner ça? Quelles sont les stratégies de réflexion que nous allons mettre ensemble pour aboutir à cela? Parce qu'il faudrait qu'on sorte de cette conception de l'armée que c'est une question militaire. Non. Il y a d'autres expertises qu'il faudrait associer. Pourquoi ne pas créer même une commission qui va réfléchir pour élaborer des modèles stratégiques militaires? Est-ce que ces réformes sont réalisables même dans le délai? Non, avec la bonne volonté, on peut réaliser en 6 mois. On se met dans la réflexion, on élabore des modèles. On a des modèles stratégiques militaires, modèles stratégiques économiques, modèle stratégique sur le social, modèle stratégique politique. Et après ces réflexions, en élaborant les modèles, vont être des mesures fortes pour accompagner. Mais pour moi, ça reste un effet d'annonce. Parce que quand on évalue aujourd'hui, depuis l'arrivée de Bandao, qu'on nous avait croire que c'est un homme providentiel, on ne voit pas de résultats. Il est difficile, extrêmement aujourd'hui, d'évaluer la question de la gouvernance sur la transition. Parce que pour moi, l'enjeu devrait être la question sécuritaire. Et Farabou est un échec de la transition. Et Dorofri est un échec de la transition. Donc il est difficile aujourd'hui d'évaluer la transition en termes de résultats probants, en termes de renversement des paradigmes de la gouvernance. D'accord, nous allons entamer la deuxième partie de ce débat en restant toujours dans le domaine de la sécurité. Cette semaine, le mouvement Irewoloton debout sur les remparts et d'autres organes de la société civile ont appelé à manifester contre la présence des soldats français au Mali. Les Français demandent aussi le retrait de leurs soldats du Sahel. Quels sont les enjeux d'un départ des forces françaises du Mali, M. Koné? Vous savez, aucun nationaliste n'est fier que sa propre sécurité soit sous-traitée. Mais il faudrait que nous sortions du déni de la réalité. Aujourd'hui, un retrait des forces internationales n'arrangera pas le Mali. Pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est de travailler à restructurer notre appareil de défense afin que nous puissions avoir une armée qui a les capacités opératoires et opérationnelles pour relever les défis sécuritaires qui s'imposent au Mali. Si on arrive à ce point, maintenant, le retrait de la force française et d'autres forces internationales se fera progressivement. Mais Est-ce qu'on peut envisager ça cette année, par exemple? Non, ça, il faut envisager à moyen terme, sur 3 ans, à long terme, sur 7 ans. C'est un travail qui doit se faire progressivement et qui doit s'inscrire dans la réflexion. Mais ce que je voudrais attirer votre attention sur un point. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les populations se sont levées pour demander le départ de la France, parce qu'il y a des frustrations qui ont été occasionnées au sein des masses populaires aujourd'hui, qui n'arrivent pas à comprendre
Pourquoi la France est là depuis 2013? Il y a toutes ces forces internationales qui sont là et tous les budgets qui sont engloutis dans la question sécuritaire et qu'on n'arrive pas à avoir des réponses. Moi, je me pose la question, pourquoi l'armée française arrive à identifier Iyad Agali et quand il est sur le territoire algérien et dès qu'il rentre sur le territoire malien, on n'arrive pas à l'identifier avec tous les moyens militaires sophistiqués, des avions de chasse, des avions de reconnaissance. Avant de donner la parole à M. Koné, à M. Bokoum, rapidement, Mme Ornella, les enjeux d'un départ de la force Barkhane du Mali. Bon, je ne sais pas si cette question peut être traitée rapidement, mais mon prédécesseur l'a évoqué. Il y a un principe de réalité qui s'impose. Et le principe de réalité, c'est que la dynamique de renforcement des capacités opérationnelles et stratégiques des forces maliennes elles-mêmes est toujours en cours et n'est peut-être pas arrivée au stade où elle serait en mesure seule de sécuriser l'entièreté du territoire. Il ne faut pas oublier que les différentes forces qui sont présentes au Mali le sont officiellement à la demande des autorités maliennes. Avec un accord. Avec des accords. Ouais. Donc, si cette requête était retirée, évidemment qu'elle se retirerait. Donc, il faut se poser les bonnes questions de savoir pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de ces forces. Et il faut également se mettre un peu dans la peau de l'autre. Vous évoquiez tout à l'heure que l'opinion française n'est pas particulièrement favorable au maintien d'une force comme Barkhane au Mali. C'est quelque chose qui a évolué avec le temps. En janvier 2013, l'opinion française était favorable à Serval à plus de 73%. Maintenant, on a 51% de Français qui sont contre, dont 19% qui sont absolument contre. Donc, c'est tout de même un risque politique qui est pris par les autorités des deux côtés, aussi bien les autorités maliennes qui font face à une opinion nationale plutôt sceptique que les autorités françaises de l'autre. Mais tout cela, au final, a une raison d'être. Donc je pense qu'encore une fois qu'il faut se poser les bonnes questions. Et peut-être un dernier élément, et ça, je le tire du commentaire d'un citoyen lambda sur les réseaux sociaux hier qui disait en fait que il y a peut-être un décalage selon les zones, que peut-être les voix les plus virulentes pour demander un départ des forces étrangères, et en particulier des forces françaises, ne sont pas celles qui se trouvent dans les zones les plus directement opposées. Donc je pense que ça, il est bon d'y réfléchir aussi. Monsieur Bokoum, est-ce que le Mali seul peut faire face à la situation sécuritaire aujourd'hui? Je reviens encore là-dessus, le Mali seul ne peut pas, mais en fait, c'est pour dire encore à mes concitoyens que ce n'est pas un problème militaire. Quand vous regardez le nombre de militaires, M. Koné vient de l'évoquer tout à l'heure, vous avez la technologie, vous avez les drones, vous avez l'observation, vous avez les satellites. Vous avez près de 30 000 soldats sur notre espace. Est-ce qu'on veut me faire croire que ces soldats ne sont pas suffisamment équipés, pas bien formés? Non, la problématique, elle est tout autre. Donc, en réalité, la posture de Barkhane, la posture de la MINUSMA et du G5 Sahel relève de d'autres schémas géopolitiques et géostratégiques. Donc, il faut qu'on se mette dans la bonne dynamique. D'abord, les réflexions stratégiques qu'il faut poser par rapport à la collaboration et au rôle de chacun de nos partenaires dans le dispositif. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il ne s'agit pas de demander à la France de partir. Moi, je le comprends comme étant une stratégie de choc. Aujourd'hui, ce serait bien qu'on se réveille parce qu'on sait qu'il n'y a pas de sécurité. Donc, c'est normal. Après 30 000 soldats sur le sol, il n'y a pas de sécurité. C'est normal qu'on tape sur la table pour réveiller les uns et les autres et nos dirigeants et ceux de l'Europe. Donc, c'est bon aujourd'hui qu'on se dise, mais maintenant, quelle est la solution de l'échange que nous avons par rapport à l'existant? Donc, un mécanisme de bonne gouvernance du système de défense stratégique. Alors, dans ça, nous avons un rôle que nos partenaires stratégiques doivent jouer. C'est le schéma que j'ai évoqué tantôt, avec les drones qui peuvent être du côté de la technologie occidentale. Les hommes, ça peut être de notre côté, mais il faut que le commandement soit un commandement malien. C'est le Mali d'abord. Ensuite, les autres partenaires seront là pour accompagner avec une vision. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de stratégie et nous n'avons pas les moyens d'atteindre les objectifs. Parce que tout est vague, nous sommes dans un flou total. Le mécanisme qui consiste à dire comment nous voulons recouvrer notre intégrité, avec qui et comment, nous ne le savons pas. Parce que, dans le fond, cette insécurité, elle est même artificielle. Elle n'est pas réelle parce qu'elle est soutenue par ceux qui ont formé les djihadistes
Et c'est à eux de nous l'extirper de nos pieds. Il y a la Libye, il y a la Syrie, il y a encore le Mali. Merci Donc beaucoup. nous sommes victimes de notre richesse. Merci, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est la fin de ce grand dialogue. Le thème était insécurité au centre, demande de départ des forces françaises. Quels sont les enjeux? Nos invités étaient Madame Ornella Modéran, directrice de l'Institut d'études de sécurité au Sahel, Monsieur Boubacar Bokoum, analyste politique, Brema Mamadou Kone, politologue, à la mise en onde Gagné Kanté, régie vidéo Mamadi Keita. La réalisation de ce débat a été faite par Mohamedou Touré. Je suis Arkia Touré. Merci de nous avoir suivis. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.